Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée du 28 juin 2021. Nous serons ensemble jusqu'à 10h. Vous avez reconnu les images du générique, mais peut-être pas la musique, effectivement, parce que notre réalisateur, Mehdi Sabas, a décidé de vous donner un peu plus de punch et d'ambiance ce matin. Amel, voilà. Alors, ce matin, nous allons nous intéresser en compagnie de Aïda Mecheri dans sa rubrique psychologie aux jeux, l'importance des jeux pour les enfants, d'autant plus que nous sommes en plein vacances. Donc toujours comment occuper les enfants, c'est aussi la thématique qu'a choisi d'aborder Fella Abras ce matin, puisque en ce moment il y a des ateliers, plusieurs ateliers sont offerts aux enfants, notamment l'atelier robotique. Donc c'est la tendance actuelle pour les enfants. Nous allons en parler en compagnie de Fella Abras. Nous allons nous intéresser également ce matin à une très belle exposition qui se tient en ce moment au niveau de la galerie Frantz Fanon, au niveau de l'OREF, donc l'office de Riyad El Fath, qui est intitulé La Goutte d'eau. Nous nous intéresserons également à la poésie ce matin, puisqu'un livre a été édité en hommage à l'ancien Moudjahid Mohamed Ben Hanafi. Nous nous intéresserons également ce matin au tourisme, à la destination Algérie, à la promotion de la destination Algérie en compagnie de notre ami et collègue Hicham Dao, lui qui vous fait découvrir à travers son émission Escapade plusieurs régions et surtout de très bons plans. Voilà, pour la destination Algérie. Alors hier, un très beau score, justement, un très beau match pour les amateurs de football que a fait la JSK contre Coton Sport, 3 buts à 0. Et nous reviendrons sur ce beau match en compagnie de Mkhtar Hamani. Voilà pour le menu de ce matin. Nous vous rappelons que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture. Avant de commencer, les nouvelles du ciel en compagnie de Amel Arif. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Bonjour Amel. Bonjour Noël. Comment ça va? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Oui, et bien on se retrouve. Une belle lurette. Voilà, on se retrouve sous un beau soleil aussi. Exactement. Parce que hier déjà on a eu une très belle journée, bien ensoleillée, il faisait bon. Par contre aujourd'hui ça va se voiler un peu. Ça va se voiler. Et très orageux. Donc c'est un temps un peu lourd quand même. Un peu lourd. Très humide. Humide. Oui, malheureusement. Voilà. Malheureusement, oui. Ouais. De toute façon les villes côtières sont très réputées. C'est toujours comme ça, ouais. Il faut faire avec. Hein. Ouais, il faut faire avec. Si on veut la mer, on ne peut pas tout avoir. Eh ben voilà. Il faut faire avec. Un peu plus de détails, Amel? Merci, on Noël. y va. Merci. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, le ciel se montrera plutôt dégagé près des côtes ouest, mais le plus souvent voilé près des côtes centre et est, à un temps pré-orageux en fin de journée. Vers l'intérieur, on notera quelques pluies orageuses sur le centre et les Aurès. La moitié sud, le ciel restera partiellement voilé. L'extrême sud, le Sahara central, le Nord Sahara et les oasis. Des formations nuageuses sur le Égard et le Tassili. Ailleurs, le soleil brillera de tous ses feux. Et à noter des solons de sable, cette fois-ci, l'extrême sud, le Sahara oriental, le Nord Sahara, également les oasis. Les températures, quant à elles, eh bien, elles sont caniculaires vers l'intérieur et la moitié sud, plus exactement le Sahara central, le Nord Sahara, les oasis, où les températures seront plutôt très très chaudes vers ces régions. Au nord, on va commencer par le nord, le maximum 37 degrés du côté de Rolizane, également Batna, 36 Constantine, Al-Bayad, Djelfa, 33 à Tizi Ouzou, 29 Alger, 34 Oran et Tlemcen, 26 degrés à Annaba. Au sud, 45 degrés à Gardaïa, 42 Béchar, 44 Biskra, 42 également du côté de Tindouf, 45 à Ingezam, 47 Borj Abidji Mourtar et le maximum 48 degrés, eh bien oui, 48 à Drar et Insalah. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt peu agitée sur les côtes ouest, mais plutôt calme sur les côtes centre et est, avec des vents qui vont souffler entre 20 et 30 km/h sur les côtes ouest de secteur sud-ouest et 10 à 20 km/h sur les côtes centre et est. Et la température de l'eau varie entre 22 et 23 degrés. D'ouest en est. Et on termine ce bulletin avec l'éphéméride pour aujourd'hui. Eh bien, le soleil se couchera vers 20h10. Et pour davantage d'informations, vous avez bien sûr les sites de Météo Algérie. Passez une excellente après-midi avec la suite des programmes sur Canal Algérie et très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum.
Voilà, des températures plutôt caniculaires quand vous les avez si Exactement. bien. Surtout au sud. Hein. Surtout au sud. 48 à l'ombre. Hein. À l'ombre. Donc finalement, si on n'a rien à faire dehors, il vaut mieux rester à Ah la oui, maison. oui, il vaut mieux rester chez soi. De toute façon, même pour le nord, hein, Exact, on l'a vu avec, 37, voilà, avec oui. l'humidité surtout, taux d'humidité. Exactement. Donc si on n'a pas grand-chose à faire Il à vaut mieux rester, l'extérieur, oui. Et il vaut mieux s'hydrater. rester. Beaucoup s'hydrater. Beaucoup s'hydrater Ah surtout. oui, oui, oui. De toute façon, Aïda Mcheri, ce matin, il fait la brasse, nous donnerons quelques conseils Très pour bien. occuper les enfants surtout. Ah oui. Voilà, surtout. Merci beaucoup, Amel. C'est moi. On vous retrouve tout à l'heure après le journal télévisé du Midi et midi, 19h. celui de 19h. On vous souhaite Exact. une très agréable journée. C'est On vous moi. retrouve demain. Exactement, c'est moi. C'est parfait. Allez, bonne journée à vous, Amel. Et on continue. Pause musicale, comme à l'accoutumée. Cette fois-ci, ce sera en compagnie de Friklen qui nous interprète une chanson très émouvante sur la maman, Yalmima. Je vous laisse apprécier ça. Et c'était donc Friklen, Chmisso Friklen, qui nous a interprété une chanson très émouvante sur le Mima. Donc ceux qui ont perdu leur maman, Allah yarhamhum, pour ceux dont les mamans sont toujours en vie, on leur souhaite une longue vie, surtout une très bonne santé à toutes nos mamans et aux papas aussi qui font beaucoup pour nous. Et cette fois-ci, place à l'art, place à la peinture, place aux expositions, puisque depuis hier, donc la galerie Frantz Fanon abrite une exposition collective intitulée La Goutte d'eau. Nous en parlons ce matin en compagnie du chef
chef de service animation au niveau de l'OREF et aussi le responsable de la galerie Franz Fanon. Omar Khaiter, bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Et avec nous également une exposante. Donc parmi ces exposants, il s'agit de Nariman Mezrich. Bonjour Nariman. Bonjour. Marhaba. Merci. Alors vous êtes aussi artiste peintre et vous prenez part à cette exposition. Exactement. Voilà. Alors la goutte d'eau, pourquoi? Oui, parce que c'est une exposition d'aquarelle de tous les artistes qui travaillent en technique d'aquarelle. Et l'aquarelle, la base, c'est de l'eau. Donc la goutte d'eau, on a besoin d'une goutte d'eau c'est-à-dire pour étaler notre peinture sur le papier. Alors, il faut dire que vous êtes Voilà. aussi artiste peintre. Oui. Voilà. Ce que je disais, on ne peut pas être responsable d'une galerie d'art si nous n'avons pas nous-mêmes la fibre artistique, n'est-ce pas? Normalement, oui, bien sûr. Parce qu'on ressent ce que ressentent les artistes et on leur prépare tout ce qu'il leur faut pour faire une belle exposition. Effectivement. Alors, c'est une exposition collective qui abrite une trentaine d'exposants, n'est-ce pas? Oui, exactement. Avec presque 128 œuvres. C'est-à-dire chaque artiste est venu avec 4 à 5 tableaux. Donc il y a une diversité de sujets, mais toujours la même technique aquarelle. Aquarelle, très bien. Nariman, donc vous prenez part à cette exposition. Parlez-nous un petit peu des choix, des tableaux que vous avez faits pour les présenter donc, au public. Très bien. Donc, effectivement, je prends part à cette exposition avec 6 tableaux qui représentent des femmes algériennes en tenue traditionnelle. Donc, j'ai choisi la femme kabyle, algéroise, la femme de Mstranum, Tlemcen et d'autres tableaux. Donc, voilà. Du sud aussi, donc de Volgland. Donc vous avez mis finalement en valeur les 4 coins du pays, mais à travers la tenue traditionnelle finalement. Exactement. La tenue C'est votre traditionnelle spécialité? Vous vous spécialisez un petit peu dans la femme algérienne, dans la tenue algérienne, ou vous touchez un petit peu à tout ce qui vous inspire, on va dire? Alors, en fait, je touche un peu à tout. Enfin, j'ai commencé avec beaucoup plus les thèmes urbains, donc l'architecture, les villes, donc notamment à travers mes premiers livres, Promenade à Alger, Promenade à Constantine. Et par la suite, j'ai voulu explorer plus en profondeur le patrimoine algérien, notamment à travers les costumes traditionnels féminins. Alors vous nous emmenez à votre commencement, donc je vous poserai la question, quand vous êtes venue à ce monde? Alors, en fait, je peins depuis toute petite. Et par la suite, j'ai découvert l'aquarelle. Donc, c'était lors d'un voyage en Malaisie. Là, j'ai découvert les aquarelles d'un artiste de là-bas. Et on s'est dit avec mes parents pourquoi ne pas réaliser un carnet sur Alger. Et c'est comme ça qu'est née l'idée d'un premier livre que vous avez sur édité Alger, d'ailleurs chez Dalimen. Voilà, c'est un beau livre, il faut dire, que vous avez édité. Donc il y a des aquarelles que vous avez réalisées vous-même. Il y a aussi des textes. Exactement. D'accord, il y a aussi des textes, c'est comme un guide finalement. Là c'est plutôt Alger, vous avez un autre sur Constantine. Donc finalement, c'est un travail de recherche. Déjà, dans l'aquarelle elle-même, j'imagine qu'il y a de la recherche parce qu'il faut reproduire un petit peu l'urbanisme, il faut reproduire les scènes de vie. Et aussi dans le texte, il y a aussi de la recherche. Exactement. Donc c'était une sorte d'exploration de la ville. Je suis allée à la découverte ou à la redécouverte de ma ville natale en essayant de dessiner tous les lieux d'intérêt, du moins ceux qui m'intéressaient moi d'abord, et par la suite j'ai complété avec on va dire, tous les monuments, les édifices qui valaient la peine d'être présentés, et d'autres aussi, parfois des scènes de rue qui paraissent, on va dire, qui sont peut-être sans intérêt historique, mais qui quand même ajoutent ils ont peut-être un intérêt social. Exactement, social. Et voilà, puis, je vais essayer d'en chercher. Voilà, on reconnaît la Grande Poste. Par exemple, Baba Salem. Ça, c'était une scène que je voulais Ça, prendre. c'est le café, peut-être? Les cafés, par exemple, les cafés terrasse à Alger Centre, c'est des scènes que j'aime peindre. Donc ce sont des peintures que vous avez faites spécialement pour le livre, ou ce sont des toiles que vous avez adaptées au livre? En fait, les deux? Un peu les deux, mais l'intention
première était de réaliser un carnet sur Alger. Et un autre sur Constantine Et aussi. un autre sur Constantine par la suite, oui. Voilà. Il y a d'autres projets pour d'autres villes, peut-être? Oui, alors j'ai un projet pour Gardaya qui traîne quand même un peu, mais j'espère pouvoir le finir. C'est une ville magnifique. C'est une ville magique. Oui, carrément. Que j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir en 2018 et sur laquelle je travaille toujours. Très bien. Alors, Monsieur Khetel, justement, on a dit qu'il y a une trentaine d'exposants qui ont pris part à cette exposition qui va durer un mois, donc au grand bonheur des amateurs de peinture, n'est-ce pas? Donc un mois jusqu'au 26 juillet. Alors, comment ça a été fait par rapport au choix? Donc une trentaine d'exposants, chaque exposant, donc 4-5 toiles, vous nous avez dit il va y en avoir 128, Oui. n'est-ce pas? Oui, donc exactement. comment s'est fait le choix par rapport aux C'est-à-dire artistes déjà? Au début, dans le cadre des activités de l'Office Riyad Al Fed, on lance des expositions. C'est-à-dire on lance un appel à une exposition, on crée un thème. Et puis après, à travers le thème, on lance un appel aux exposants. Et puis il y a bien sûr des artistes qui sont intéressés, que ce soit par le thème, que ce soit juste par exposé. Donc on essaye de filtrer aussi quand on fait une petite sélection. C'est dur de faire une sélection des artistes. Oui, c'est un peu dur, mais non, la façon de leur expliquer que si vous exposez ou pas, c'est ça ce qui est plus dur. Mais le savoir-faire rentre d'ailleurs psychologiquement, parce qu'il y a des gens qui débutent, il faut les encourager. Oui, exactement. Et la galerie est faite justement pour ça. On essaye d'encourager toutes les, c'est-à-dire quel que soit le niveau de l'artiste, mais bien sûr, il faut vraiment être pointueux sur la qualité parce que là, le visiteur doit trouver de belles choses aussi. Et il faut dire que le visiteur aujourd'hui est très exigeant. Il est très exigeant. N'est-ce pas? Il a beaucoup de goût, il s'y connaît, il est très exigeant. En plus, c'est une expo-vente. C'est une expo-vente. Oui, voilà. C'est une expo-vente. Donc j'aimerais bien que les acheteurs, c'est-à-dire ils doivent acquérir des choses, c'est-à-dire des belles... Qu'ils soient satisfaits, donc... Voilà, très bien. Donc on rappelle que l'exposition se tiendra jusqu'au 26 juillet, donc elle a commencé hier. Un mois d'exposition, n'est-ce pas? Donc un mois d'exposition, il y a vraiment, elle est étalée de manière à que l'information arrive et puis chacun prend part de cette exposition. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Un dernier mot peut-être avant de se quitter, Monsieur Khetel? Je dis bonjour au grand intérêt de Canal Algérie pour l'art plastique. Je suis toujours ravi d'être parmi vous. Et puis je lance au public de venir voir l'exposition. C'est-à-dire il y aura d'autres expositions à chaque fois. Il y aura Vue sur mer. Les artistes vont travailler sur la mer. Ah ben voilà. Oui, une autre thématique. C'est-à-dire c'est une deuxième édition. Avant le 2018, on a fait le 2019, on a eu le problème. 2020, on a eu le problème du Covid. Après, c'est la deuxième édition qu'on va faire, Vue sur mer, après Trait d'Union. C'est des thèmes d'exposition que beaucoup d'artistes connaissent. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Naliman, un dernier mot? Je suis ravie déjà de participer à cette expo qui est une première parce que en 10 ans que je pratique l'aquarelle, j'ai jamais eu l'occasion de prendre part en Algérie à une expo entièrement dédiée à l'aquarelle et je suis vraiment enchantée et je vous remercie pour l'invitation. On vous souhaite un très beau succès, une très belle continuation à vous Naliman. Merci beaucoup. Je rappelle, était parmi nous Omar Khetel, chef de service animation au niveau de l'OREF et aussi responsable de la galerie d'art Frantz Fanon, Naliman Mezrich qui est artiste peintre. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. On rappelle que l'exposition se tient au niveau de la galerie Frantz Fanon jusqu'au 26 juillet. Et on continue, nous allons rester dans ce monde de l'art en compagnie de Nessiba Jaïdir, elle qui s'intéresse justement à ces peintres, à la promotion donc de ce beau travail qu'ils font, mais surtout de toutes ces galeries d'art qui font un travail colossal afin de faire connaître et de promouvoir le talent de tous nos artistes. Donc c'est un gros plan d'une galerie d'art à laquelle s'est intéressée Nessiba Jaïdir dans ce reportage.
À quelques heures du vernissage, tout est fin prêt. On n'attend plus que les invités. Faiza Antari Bozar a ouvert sa galerie il y a à peine 3 mois. Ce projet lui tenait à cœur depuis fort longtemps. À Sidi Farj, au comptoir de la Casbah, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Pour ce rendez-vous culturel, des produits artisanaux et de la calligraphie arabe. Entre tradition et modernité, Reda Khouane donne un nouveau souffle à cet art ancestral. Selon sa vision et son imaginaire, il se laisse guider par sa ferveur artistique. Avec leurs matériaux de prédilection, des artisans expriment leur passion. Une passion au service d'un noble métier. Un devoir de mémoire où la créativité exige bien des qualités. Les objets exposés dans cette galerie témoignent d'un savoir-faire. Dans cette exposition, plusieurs métiers d'art y sont représentés. Un vaste panel de créations en série limitée. Du temps et de la patience, il en faut pour personnaliser des objets au goût des uns et des autres. Un jeu de matière où chaque geste a son importance. Un jeu de matière et un savoir-faire pour représenter l'Algérie dans ses traditions et ses coutumes. Tous ces métiers d'art mettent en valeur le riche patrimoine culturel de notre pays. Chacun de ces artisans a sa source d'inspiration. Au gré des coups de cœur, des produits artisanaux dans l'air du temps. Dans cet univers, l'amour du fait main prend tout son sens. Une sélection de produits avec comme support des matériaux de prédilection. En attendant le vernissage, on s'accorde un temps de pause sur la terrasse de la galerie. Pour la galeriste, un programme riche et diversifié en perspective. Faiza Antari Bozar s'est engagée dans une belle aventure artistique. Quoi de plus agréable quand le cœur, l'esprit et la main travaillent ensemble. Et de retour sur le plateau, c'était donc un gros plan d'une galerie d'art à laquelle s'est intéressée Nassiba Jaïdir. À présent, nous allons nous intéresser au monde des enfants, particulièrement les jeux pour enfants en compagnie de Aïda Mchaï. Bonjour Aïda. Bonjour. Comment ça va? Très bien. C'est toujours un plaisir de se retrouver. Partagez, croyez-moi. C'est toujours un plaisir de se retrouver. Partagez, alhamdoulilah. Allah yasselmek. Alors Aïda, aujourd'hui c'est une thématique qui tombe à pic, puisque nous sommes en plein vacances, il faut le dire. Alors comment occuper les enfants? La meilleure manière, c'est le jeu. Moi, il me semble que c'est déjà comment accepter ce monde, parce que vous savez, avec tout ce qui se passe, le rythme, le travail, les parents n'ont plus le temps, et puis ils ont commencé, d'après le vécu des enfants, les petits symptômes comme ça qui apparaissent dans les rencontres, les appels téléphoniques aussi, les parents sous-estiment. C'est comme si qu'ils ne valorisent pas un espace d'échange dans lequel c'est très important de mettre les pieds, de construire la personnalité de l'enfant, de lui permettre de se développer, un outil essentiel, inévitable. C'est comme ça d'emblée pour qu'on puisse vraiment définir les choses. Mais après, vous savez, vous m'invitez pour parler d'une thématique extrêmement importante, parce que le jeu, c'est un concept d'adulte. C'est nous qui recadrent, définissent ça de cette manière. L'enfant, il ne joue pas. L'enfant, il est dedans. L'enfant, c'est un petit chercheur. Il est dans un monde là où il découvre. Il met tous ses moyens, l'exploration à fond. Il est face à des obstacles. Il essaie, il bouge, il touche, il pose des questions, il secoue d'après toutes les différentes étapes de développement, bien sûr, et à travers tous les âges. Mais vous savez, le jeu, pour lui, c'est vraiment un monde extraordinaire dans lequel, quand on le voit et quand
quand il le vit avec, j'allais dire amour, hein, quand il est content, nous on appelle ça, il joue. Oui. Mais en réalité, probablement que c'est nous, personnes adultes, qui ont perdu un tout petit peu cette bonne partie dans ce qu'on fait quotidiennement. Et à partir de là, je crois qu'il faut vraiment redéfinir pour mieux comprendre, inviter nos enfants à vivre quelque chose qui les concerne de près. C'est sérieux, c'est très important, c'est intéressant, mais aussi utile pour leur développement cognitif. Ça veut dire apprendre, tout ce qui est apprentissage. Dans les émotionnels, vous savez, il y a... Les enfants, ils apprennent à utiliser tous leurs émotions, hein, les perdants, l'échange, voilà, ils sont contents, ils sont tristes, c'est tout le côté émotionnel, mais après aussi la relation avec l'autre. Et c'est là où on voit vraiment le développement chez les enfants qui ont baigné dans ça, qui savent vraiment utiliser ces compétences dans la relation avec l'autre. Les enfants qui travaillent dans les crèches, les familles élargies, les voisins, ça leur donne une ouverture très visible dans leur personnalité, contrairement à d'autres enfants qui sont coincés dans les chambres. Alors justement, Aïda, vous savez, à chaque fois qu'on est ensemble sur le plateau et qu'on aborde le monde des enfants, il me vient toujours la même question. Vous allez remarquer que je vous poserai toujours la même question, c'est par rapport aux parents. Parce que vous savez, Aïda, on voit très souvent que, parce que vous l'avez si bien dit, le jeu d'enfant est conçu par un adulte. Et donc c'est normal parce qu'il y a des études qui sont faites autour donc de développement de l'enfant, etc., etc. Mais il y a aussi, j'ai envie de dire, une autre problématique, c'est que parfois les parents étant petits, ils n'ont pas eu l'occasion de jouer à telle ou telle chose ou à tel ou tel jeu. Et qu'est-ce qu'ils font? Quelque part, inconsciemment, parce que on peut pas blâmer les parents, ils font de leur mieux avec leurs enfants, mais quelque part, inconsciemment, ils imposent certains jeux, certaines pratiques que eux-mêmes ils n'ont pas pu la faire quand ils étaient petits, juste pour vivre à travers leurs enfants. Oui. Acheter l'objet qu'ils ont beaucoup désiré quand il était petit, tout ça. Ben, vous savez, je crois... S'ils peuvent le faire, qu'ils le fassent. Si l'enfant il adhère, vous savez, les enfants, voilà, les enfants le plus important, c'est le plus important, l'enfant adhère. Voilà, mais vous savez, l'enfant il sait vraiment dire stop, hein, ne touchez pas. Ils ont une force extraordinaire pour pouvoir vraiment nous freiner tout ça. Le jeu, si mon enfant il n'est pas épanoui, si il n'est pas vraiment dans son cadre, ça veut dire si je n'ajoute pas. Allez, vous m'invitez à parler de quelque chose et de définir quelque chose de très important. Ce n'est pas n'importe quel jouet pour n'importe quel... C'était la question que j'allais vous poser d'ailleurs. Ça veut dire que si mon enfant, il découvre un peu le langage, il est dans l'échange, il essaye de... Tous les jouets qui sont dans le chant, la voix, l'échange musical, tout ça, voilà, ils sont les bienvenus. L'enfant qui est dans la construction, dans le manuel, il commence à toucher, à découvrir, à construire. Voilà, on peut l'inviter aussi à avoir cet échange, cette qualité de jouer. L'enfant, il bouge un tout petit peu, il utilise son corps pour pousser, sauter. C'est là où on l'invite un peu à utiliser son corps. Si le parent achète les mêmes jouets dans une catégorie, une centaine, ce n'est pas l'idéal. Le plus important, c'est de pouvoir vraiment varier. Peu de jouets, très utiles, les livres avec histoire, dans les différentes formes, quelque chose qui peut ouvrir vers le langage, le tactile, et ça peut vraiment inviter l'enfant à vivre quelque chose. Et puis il faut dire, Aïda, ce que vous dites c'est très important, mais ce qui est aussi intéressant pour les parents, parce que parfois les parents, on hésite, est-ce qu'on doit acheter ça ou ça, et puis particulièrement lorsque l'enfant est avec nous, non je veux ceci, non je veux cela, mais finalement il y a quelque chose d'intéressant, c'est que sur les boîtes, généralement sur les emballages des jeux et des jouets, il y a la tranche d'âge à laquelle donc, le jeu est destiné. Guider, donc on peut très bien être orienté par rapport à ces orientations. Orienté par rapport à l'âge, mais orienté dans le choix, probablement pour ne pas acheter la même catégorie. Surtout. Donc vraiment varier pour lui permettre vraiment de vraiment baigner dans beaucoup d'expériences et beaucoup d'épreuves pour lui permettre vraiment d'explorer. Mais Nour, tu m'as invité un peu à souligner la présence des parents. À quel point ça peut être utile, à quel point non. L'enfant, il joue, il faut le laisser jouer, franchement.
pour la simple raison. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est dans, c'est le petit chercheur, hein, la femme qui cuisine. Hein, tu vois, la femme qui cuisine, elle n'a pas vraiment envie que les gens pitinent dans son espace. Voilà. J'avoue. Voilà. J'avoue. Voilà. Moi-même, quand je suis dans la cuisine, je dis s'il vous plaît, je veux personne dans la cuisine. Voilà. Mais tu sais, un enfant aussi, dans l'apprentissage du jeu, il est justement dans l'apprentissage de l'être humain. Il commence à comprendre quand est-ce que ça fait pleurer, quand est-ce que ça dérange, quand ça fait mal. Ça brûle. Voilà. Donc, il découvre un tout petit peu la relation avec l'autre, y compris nous, parents. Et à partir de là, c'est permettre à l'enfant vraiment de vivre ces belles expériences humaines dans l'échange. Si moi, j'habite son espace comme je veux, avec ma technique, et parce que je veux une maison très clean, donc il ne faut pas qu'il disperse un peu les objets, il faut qu'il ramasse, il faut que je le prive un tout petit peu de ce plaisir, de ce moment là où il a vraiment besoin d'un désordre, d'un espace. Tu permets une anecdote par rapport à ça. Un jour, lorsque le Hani, donc il était en train de jouer, il a tout déballé et j'ai dit je le laisse. Je voyais à quel point il était heureux. Il était heureux. Je voyais à quel point il a tout déballé. Alors je vous dis pas, après une journée de ménage, je vois que toute la chambre était complètement chamboulée. Ça m'avait fait un petit peu mal, j'étais fatiguée. On s'est très bien pris une journée de ménage, là, on n'aimerait pas avoir le désordre. Mais il était tellement heureux, je me suis dit, bon, allez, on laisse, c'est pas grave, demain je rangerai. Ou je rangerai avec lui, histoire de lui apprendre le rangement. Je l'ai laissé jouer, et puis je me suis connectée sur Internet, comme par hasard. Comme par hasard, c'est vraiment la loi de l'attraction. Je tombe sur un article. Un article, qu'est-ce qu'il disait? Une mauvaise maman, une maison clean, c'était ça le titre. Une maison clean représente de mauvais parents. Ça m'a attiré comme titre. Une maison clean, oui, mais on fait de notre mieux aussi pour garder la propreté. Et je rentre, donc je consulte l'article, et effectivement, ils ont dit ils ont expliqué qu'une maison toujours trop bien rangée, où il n'y a pas de désordre lorsqu'il y a des enfants, ça veut dire que l'enfant ne s'épanouit pas. Et puis je ne vous dis pas le soulagement que j'ai eu à ce moment-là. Ah ben oui, je ne vous dis pas le soulagement que j'ai eu à ce moment-là. Je me suis dit, bon, ça va. Alors j'ai bien fait de le laisser, j'ai bien fait de ne pas crier, j'ai bien fait de ne pas punir. Je aussi à voir un peu les parents qui ont des TOC, par exemple, les maniaco-dépressifs, là où ça se passe un peu dans la pathologie, le symptôme. Ça, on prive nos enfants et probablement c'est là où il faut vraiment cadrer pour ne pas transmettre cette anxiété à nos enfants. Vous le dites tellement bien, mais aussi... ça n'empêche pas un parent qui peut jouer, qui contribue cette sociabilité dans l'échange, tout ça, ça ne peut être qu'utile. Hein. C'est bien d'échanger, mais voilà, l'enfant il a besoin d'un regard pour qu'il puisse vraiment être protégé. Et tu sais, ça, les parents, il y a des papas qui savent vraiment le faire de loin. Ils sont là à protéger leurs enfants dans un jardin où leurs enfants s'épanouissent merveilleusement bien dans la relation avec l'autre, dans le jeu, dans l'échange. Et je crois qu'il faut vraiment avoir une écoute flottante. Voilà. C'est là, mais aussi avec un espace pour leur permettre de vivre. Mais justement, là, Aïda, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important. Lorsqu'on dit on laisse l'enfant s'épanouir, on laisse l'enfant jouer comme il l'entend, comme il le ressent, cela ne veut pas dire qu'on va exclure les parents, bien au contraire. Absolument. Il faut qu'il y ait quand même une participation des parents, n'est-ce pas? Ça ne peut pas marcher si le parent n'est pas là pour vraiment protéger. Vous soulagez ma conscience, encore une fois. Non, tout à fait. Mais je vais rajouter encore un point très important, parce que être là pour écouter, pour protéger, pour dire voilà, je te vois, mais le plus important c'est la reconnaissance. Un chercheur, quand il est là épuisé, il fait tout ça, il cherche un tout petit peu notre regard pour lui dire bravo, félicitations. C'est comme ça qu'on acquit pas par pas. C'est comme ça que l'apprentissage du jeu, on est là à lui permettre vraiment d'évoluer, d'avancer, d'avoir confiance en lui, de chanter, prononcer, savoir-faire, savoir-être et vouloir faire. Vous savez, vouloir faire, c'est la partie qui porte la motivation, le désir de réaliser, le jeu, et c'est des étapes dans lesquelles, attention, il faut suivre le rythme de l'enfant, pas le contraire. Mais après, ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas d'encadrement. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Aïda. Donc, on retient de la rubrique d'aujourd'hui qu'il faut laisser l'enfant s'épanouir et s'épanouir à son rythme, avec lui. Voilà. Merci beaucoup, Aïda. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre thématique, Inch'Allah. Merci beaucoup. Et on reste toujours dans le domaine des enfants, les activités pour enfants. On en a parlé d'ailleurs plusieurs fois en compagnie de Aïda, que l'école, c'est primordial, n'est-ce pas? Mais les activités extrascolaires, c'est encore très important pour l'équilibre de l'enfant. Et c'est Anissa Bouzid, justement, qui s'est intéressée à ce sujet dans ce reportage. Et on se retrouve juste après.
Cadre associatif ou privé, les activités artistiques, manuelles ou physiques, sont un excellent moyen pour développer la créativité et l'imagination de l'enfant. Je trouve que c'est très très important pour l'équilibre des enfants, parce que comme vous savez à l'école, on fait qu'étudier. Donc du coup pour les enfants c'est un peu ennuyeux on va dire, mais est carré, très structuré. Ce qu'on fait ici c'est plutôt très libre, très ouvert, ludique. On apprend aux enfants à travailler librement, à s'exprimer. Donc ça, c'est très important pour leur équilibre, on va dire. Et on a ressenti que les enfants s'intéressent plus à leurs études quand ils font des activités extrascolaires. J'essaie de leur apprendre ce que j'ai appris, c'est le recyclage artistique du carton. C'est-à-dire on fait du recyclage, en même temps on fait de l'art. C'est-à-dire à partir des produits recyclables, c'est-à-dire le carton qu'on récupère, on fait des objets de qualité pour leur apprendre la beauté de la vie et de tout ce qui nous entoure. L'enfant a besoin, l'élève ou l'enfant a besoin de respiration. On ne peut pas lui imposer de travailler tout le temps. Les activités extrascolaires vont lui permettre de s'aérer l'esprit, qu'elle soit sportive, qu'elle soit culturelle, que ce soit du théâtre, de la lecture. Il est très important de pouvoir s'aérer l'esprit, au moins 1 ou 2 fois par semaine. Quel que soit le caractère de l'enfant, l'activité choisie est un moment d'amusement et de plaisir. Je trouve qu'il y a des énergies pas mal en ce moment, hein, que ça commence à bouger un petit peu partout. Et ben, on peut proposer des tas de choses. Maintenant, ça dépend du profil de chaque personne. L'essentiel sont les initiatives. Je veux dire que si j'étais sportive, je ne le suis pas, mais si je l'avais été, j'aurais peut-être proposé des cours de Zumba. Je ne le suis pas, mais je suis plus penchée littérature, etc. Donc je propose le club de lecture, mais oui, il est très important qu'il y ait plusieurs musiques, guitare, batterie, peu importe, mais que l'enfant puisse se retrouver dans quelque chose qu'il aime, qui va le sortir de sa routine. Je suis là pour faire du bricolage, de la peinture, toute autre activité, et j'aime ça. De la peinture, du jardinage, recyclage de carton, plein d'autres choses. Je fais des activités. C'est une école colibri d'activités pour faire de la peinture, des activités, tout ça comme des artistes. Tu connais beaucoup d'artistes, toi ? Oui. Comme qui, par exemple ? Picasso, Vincent Van Gogh, Paul Klee, Juan Miro, Marie Blair, Frida Kahlo, Moine Thibault et... Moine Thibault, c'est le dernier. Et le dernier de tous, c'est la culture japonaise. Tellement mignon les enfants et puis cette culture artistique là, voilà, c'était donc un reportage de Anissa Bouzid. Cette fois-ci, place à la poésie, place à l'édition. On va en parler avec une consoeur de la chaîne 2. Il s'agit de Walida Sider. Bonjour Walida. Bonjour. Marhaba. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, Walida Sider, les auditeurs, on va dire, de la chaîne 2 vont mettre un nom sur un visage aujourd'hui. Oui, exactement. Parce qu'ils ont l'habitude de vous écouter sur les ondes de la chaîne 2. Donc vous êtes animatrice et vous êtes chargée de la programmation musicale à la chaîne 2, n'est-ce pas? Oui, exactement, effectivement. Alors la programmation musicale, tout un art, il faut le dire. Ah, effectivement. Surtout chez nous à la radio, qu'on a vraiment un archive très vaste. Un patrimoine. Ah oui, un grand patrimoine, effectivement. Parce qu'à l'époque, il y avait des orchestres de la radio. Il y avait un orchestre du Chabi, un autre orchestre, surtout pour la chaîne 2. Ça veut dire on a trouvé de Cheikh Nourdine, Mohamed Ouazza, de Sherif Khaddam. Vraiment, c'est une grande bibliothèque. Effectivement, voilà. un grand patrimoine musical que recèle la radio algérienne. Et vous mettez justement ce patrimoine en valeur à travers la programmation musicale que vous proposez aux auditeurs. Bien sûr, à la chaîne 2, bien sûr, on a toujours un programme musical pour les auditeurs, pour donner cette valeur pour nos artistes, bien sûr, car un artiste
il est toujours une grande place dans notre culture. Ça veut dire c'est le rôle de la radio, bien sûr. Effectivement, c'est le rôle de la radio d'accompagner donc les auditeurs, de leur faire vivre tous ces beaux moments à travers justement ces musiques-là. Alors, en même temps, pardon, c'est rattaché avec mon émission. Mon émission, c'est Hasard. C'est une émission artistique musicale. Je touche toujours beaucoup plus les anciens artistes. Il y avait pas mal d'invités dans mon émission. Alors, c'est une occasion pour dire merci pour beaucoup d'invités, comme Slimane Chabi, Ali Kharraz, Salih Hamiza Guerre de Ourel Khaled des années 50, etc. Ça, c'est un attachement indirectement entre ça et ça. Voilà, donc c'est une continuité. Finalement. Voilà, effectivement. Très bien. Alors, Ouleda, vous avez édité dernièrement un livre. Donc, c'est un livre en hommage, on va dire. C'est un hommage. Vous avez fait à un producteur et animateur, poète, ancien Moudjahid Mohamed Ben Hanafi. Alors, parlez-nous de vos motivations. Qu'est-ce qui vous a amené donc à éditer ce livre? Bon, ce livre, c'est pas le premier livre. Déjà, bien sûr, j'ai édité bien avant, en 2008, un livre de sa poésie. Nous sommes en train de découvrir justement la couverture du livre. Voilà, oui, c'est la couverture. C'est lui qui est très connu avec cette charpente, etc., cette veste, voilà. Je voulais vraiment rester dans l'image, son image, voilà, pour lui donner une autre valeur, même si son parcours, il a beaucoup donné pour notre pays. Avant tout, c'est un révolutionnaire, commissaire politique à Tiaret, avec le nom Zizi, qui s'appelle la Tiarette. Après 62, il a donné aussi un grand parcours à la radio algérienne, chaîne 2, avec beaucoup des émissions, il y avait des générations qui sont là à écouter sa voix. En même temps, c'est un grand poète. Il y a beaucoup d'artistes qui sont chantés sa poésie, comme Idir, comme Athmani, comme la chorale de l'Khansa. Ça veut dire, moi, j'ai vu que cette poésie, si on ne va pas la ramasser dans un livre comme ça, va disparaître. Je pense qu'on est en train de chercher un poème de Soumehan Doumhan, de Youssouf Qassi, etc. Sincèrement, ça me fait mal si cette poésie d'un grand comme Ben Hanafi, elle va être comme ça. Ça veut dire on va aller un jour... C'est un travail de préservation, ce que vous êtes en train de faire. Oui, c'est normal, c'est tout à fait normal. J'ai beaucoup travaillé avec lui à la réalisation. Ça veut dire je connais très bien le monsieur. 1 et 2. Si on parle de Athouassif, c'est une région des grands poètes de Kermissou Mazir qui était chanté par Etem Guilet et beaucoup, c'est Ahmed El-Msiyah, Slimane Chabi, etc. Ça veut dire que je voulais vraiment donner cette valeur, d'abord pour ce monsieur, déjà, c'est un nom de la radio, car la radio a toujours donné des noms et des prénoms, soit des femmes ou des productrices ou des producteurs. 2, j'ai beaucoup travaillé avec lui, il m'a vraiment... ça veut dire, j'étais vraiment comme sa fille dans ce métier de la radio. 3, il mérite, car il a beaucoup donné pour nous. Pour que aujourd'hui on va être en liberté, il a donné pour notre culture, pour notre langue maternelle, voilà. Ça veut dire que c'était vraiment un objectif, oui, bien sûr. Ce travail, c'était pas toute seule, bien sûr. Il y avait un grand chercheur, un grand professeur, M. Youssef Nassib, qui m'a vraiment aidé pour analyser la poésie de Ben Hanafi. Bien sûr, il y a un autre monsieur qui m'a vraiment aidé pour la sortie de mon livre, c'est M. Ali Lesh Hakim, qui m'a aidé comme sponsor pour la sortie de mon livre. Ça veut dire que c'est un travail collectif, c'est pas juste... C'est pas juste toute seule, là. Voilà. Effectivement, il y a toujours une équipe derrière, mais on parle de l'initiation. Vous êtes l'initiatrice de ce projet, il faut le dire. Alors, sur le plan, on sait très bien que généralement, ces grandes personnalités, ces grands personnages qui ont marqué quelque part l'histoire de l'Algérie sont très modestes. Hein, ils sont très modestes, ils sont toujours au retrait, donc ils n'aiment pas trop se faire parler d'eux, ils n'aiment pas trop parler d'eux. Alors, j'imagine que ça a été un petit peu difficile pour vous de tirer un petit peu les
réalité, de ramasser les informations? Non. Au contraire, ça m'a vraiment... parce que comme j'ai travaillé des années avec lui, ça veut dire que je connais pas mal de poèmes. En plus, ma recherche, j'étais comme sa fille. Oui. Ça veut dire pour le public et pour les artistes, etc., ça m'a vraiment facilité la recherche. C'est vrai que c'est pas facile de trouver, ça veut dire les vraies informations. C'est normal qu'il a vécu à Tiaret, à Mdrissa exactement, à Retouessif, etc., Alger, etc. Bon, c'est pas facile, oui, mais bien sûr, chacun travaille. S'il y a toujours un coup de main d'autres personnes, c'est toujours très facile. J'ai cité M. Nessib, un grand professeur, un grand chercheur, qui a fait beaucoup de recherches sur notre culture. Il m'a vraiment aidé. Un grand merci pour lui. Et M. Alilech aussi, il m'a vraiment aidé pour la sortie de mon livre. Ça veut dire, je ne suis pas toute seule. Voilà. Et vous, bien sûr, pour la promotion de mon livre. C'est normal, c'est normal. Exclusivité pour Bonjour d'Algérie. C'est une exclusivité. On vous remercie déjà de nous avoir offert cette exclusivité. Avec plaisir. C'est aussi notre devoir de faire la promotion parce que c'est aussi, on va dire, une façon de préserver notre patrimoine parce que ça fait partie de notre patrimoine. Alors, Walida, votre livre est écrit en langue amazigh? Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a un projet à l'avenir peut-être de traduction pour élargir le lectorat? Bien sûr, à d'autres langues, bien sûr. C'est normal. Donc vous allez travailler très bientôt dessus? Oui, il y aura d'autres personnes qui vont travailler sur le livre par rapport à la poésie parce qu'on ne peut pas faire la traduction d'un poème. C'est pas facile. Voilà. C'est pas facile, on risque de perdre un petit peu l'âme. Non, c'est pas juste ça, mais il y a des mots qui a Belhanafi a utilisé à la fin du livre, la dernière page du livre, j'ai beaucoup expliqué. Il y a des mots que Belhanafi a toujours exploité, les mots, par exemple Amrouri, par exemple Ardi, par exemple ça, des mots. Il y a toujours des explications. Des mots. Ardi, c'est le sage, c'est quelqu'un qui fait de Tajmaït, un membre de Tajmaït au village, etc. Ça veut dire de trouver des mots en langue française ou une autre langue pour faire la traduction. C'est quand même un peu difficile. C'est un peu difficile, donc voilà. Mais c'est un grand projet. C'est un travail qui va se faire très bientôt, Inch'Allah. Bien sûr. On vous souhaite très belle continuation, Walida. Merci beaucoup. Inch'Allah, d'autres projets? Bien sûr. Et pour donner un rendez-vous au Salon de Livre, bien sûr, le premier, à partir de 2 juillet au 5. Ça veut dire j'ai laissé mon livre par rapport à ça au Salon de Livre à Mazira à Touessif. Ça veut dire c'est le retour de Belhanafi ou c'est une autre naissance de Belhanafi chez lui, bien sûr, à Touessif. Ah ben voilà, on vous dit félicitations et on vous souhaite une très belle continuation, Walida. Merci beaucoup, on rappelle Walida Sider, donc vous êtes animatrice et chargée de la programmation musicale. Vous avez édité un livre donc en hommage au producteur, animateur et poète, ancien moudjahid aussi, Mohamed Belhanafi. Merci beaucoup, Walida. Très belle continuation à vous. Merci pour on va rester là ici, donc on va rester dans la poésie et là cette fois-ci on va écouter une chanson d'un pilier, on va dire, de la chanson amazigh, du patrimoine algérien d'une manière générale. Il nous a quittés, donc il s'agit de Eid Allah Yarhamou Saleh. On vous laisse apprécier cette chanson, on se retrouve juste après. سيدي حزني فالسن كما يسعد البضنا ولما رضيت والسن في الزوزني تشنا زغور من السندو ثقسيتي وضغران الهما يغينا ذيندو يفرو هذي يندو يفرو سلفضلي كبابينهما سلفضلي كبابينهما
عشت بوضيعك متتمنى Et sur ces très belles sonorités de Eder Allah Moussa Saleh, on retrouve Fella Abraz. Bonjour Fella. Bonjour Nour. Comment ça va? Alhamdulillah, merci. Alhamdulillah. Alors Fella, on va rester dans le monde des enfants, de comment occuper les enfants, les activités qui leur sont proposées, d'autant plus qu'ils sont en vacances. Ils sont en vacances depuis quelques temps, pour la plupart, en tout cas ils le sont tous maintenant. Ils le sont tous maintenant. Ils ont passé les examens BEM et puis du baccalauréat. Beaucoup d'activités sont proposées cette année, cet été-là, par des établissements privés. Et puis il y a toujours des programmes au niveau des communes, des différentes communes du pays, dans les auberges par exemple, les centres culturels. On a vu la dernière fois au niveau d'El-Biyar où s'est proposé un riche programme. On en verra prochainement, également dans quelques temps, dans la rubrique pédagogie du Bonjour d'Algérie. Cette fois-ci, on va s'intéresser à une école privée également qui propose un grand nombre d'ateliers, notamment la robotique. La robotique qui intéresse les filles et les garçons. C'est une nouvelle tendance depuis quelques temps. Oui, et puis les programmes pas les programmes en fait, les programmes qui intéressent les enfants au niveau des tablettes, sur smartphone par exemple, c'est toujours des robots qui sont animés. Mais alors cette école-là propose des ateliers pour les tout petits, même pour les grands. Mais la plupart que j'ai rencontrés, ils ont entre 6 ans et 12 ans, 13 ans, et qui s'intéressent à la robotique. Pour quelles raisons? Comment démonter, remonter un robot, quel logiciel utiliser. C'est assez en fait pas rudimentaire, mais c'est bien expliqué par un informaticien qui a pris en charge ces élèves-là. C'est ouvert tout au long de l'été, j'allais dire de l'année, mais de l'été, voilà. Pourquoi pas occuper leurs enfants, les parents, pourquoi ne pas occuper leurs enfants avec des activités telles que la robotique, bien sûr, s'ils aiment bien. S'ils aiment bien. Et justement, Fella, vous vous êtes déplacé à cette école, vous avez fait un reportage, vous êtes revenu avec des images. Allez, on va le voir. Donc c'est un reportage que Fella Abraz a réalisé au niveau d'une école qui propose des activités de détente, on va dire, d'apprentissage aux enfants, notamment la robotique. Je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. Utiliser son cerveau pour allier ses connaissances et aller vers le monde de la robotique. Voilà le centre d'intérêt de certains enfants cet été à travers des ateliers ludiques proposés par l'école Nafsi. Les cours débutent par de la théorie et beaucoup de questions sont posées à l'instructeur. On leur apprend à construire des petits robots, donc on fait de l'impression 3D et c'est aussi une initiation à la programmation pour les enfants de façon ludique. Différents logiciels, un lexique spécifique, des éléments électroniques et électriques. Les enfants sont sous le charme. Des robots que j'ai vus dans la télévision ou dans les jeux. Moi j'aime des robots et j'ai vu dans des vidéos YouTube les types de robots qui les عجبوني. Les robots d'espace, les robots qui nettoient des chambres et la maison. J'aime les robots intelligents, les robots qui fait la nourriture. Et j'ai vu les robots dans les films. Dans les films et dans YouTube. Entre découverte et émerveillement, les enfants sont appelés à monter et démonter différents robots, avant de dessiner et de proposer leur propre maquette de robots. Donc, on leur apprend un langage de programmation qui s'appelle Scratch, qui est designé spécialement pour les enfants. Donc c'est ludique, c'est facile à comprendre. Même si je crois qu'un enfant peut même utiliser des langages pour adultes, entre guillemets, je crois que Scratch est plus adapté. Ainsi, si le monde de la robotique vous attire, grand ou petit, les portes de l'école Nafsi
Et l'école est ouverte pour les enfants qui s'intéressent à la robotique. Voilà. Alors, cette école-là, Nafsi, qu'on a été voir, elle propose d'autres ateliers d'apprentissage de langue, d'arabe, de français, d'anglais, même le chinois. Même d'autres établissements scolaires qui sont maintenant à l'arrêt, on va dire, proposent des programmes pédagogiques pour les enfants. C'est très important, certes, mais il faudrait ne pas oublier que ce sont les vacances. Il faut qu'il y ait une coupure entre l'année scolaire et puis les ateliers où les enfants vont s'adonner à leur passion ou peut-être découvrir qu'ils ont une passion qui est cachée, ils vont se découvrir parce que les enfants suivent un programme pédagogique toute l'année, c'est très très mauvais. C'est bien qu'ils fassent un peu de langue, pourquoi pas, mais simplement il faudrait qu'il y ait beaucoup d'oral, il faudrait qu'ils discutent. C'est bien d'avoir par exemple un livre, lire un livre, faire du théâtre. Déjà l'enfant va apprendre de nouveaux mots, un vocabulaire, il va enrichir son vocabulaire, mais également il pourra jouer un rôle et c'est très important qu'il y ait une communication, on en avait parlé la semaine dernière, qu'il y ait une communication, qu'il y ait un échange entre les enfants et puis entre l'instructeur et les enfants, l'apprenant et l'instructeur. Mais sinon, il faudrait couper avec l'école, qu'il y ait une certaine liberté. Se retrouver en classe, ça reste, on va dire, un cadre spécifique à l'école, à la classe d'école. Ça, c'est très important que les parents doivent savoir choisir quel programme pour leurs enfants, pour le programme d'été. On appelle ça en général des centres aérés. Pourquoi des centres aérés? Parce que l'enfant va s'épanouir, il se sentira équilibré, il pourra jouer, il pourra manifester ses passions et puis ses émotions. Ça, c'est un point très important. Aussi, il faudrait savoir qu'il y a des ateliers qui sont proposés, par exemple pour les petites filles comme pour les garçons, l'origami par exemple, ou la confection de colliers de perles. En fait, c'est un travail de patience, on va dire, et l'enfant va apprendre la dextérité, par exemple, et au-delà de tout ça, il faudrait qu'il y ait une communication entre les enfants et entre l'instructeur et l'enfant. Ça, c'est très important parce que les langues, c'est une très bonne chose. On pourrait, par exemple, créer un atelier où ils vont faire quelque chose, un travail manuel, et parler une langue étrangère pour mettre en avant ce qu'ils ont appris à l'école et apprendre à un instructeur de langue, par exemple. Et justement, donc là, vous nous invitez un petit peu là à ce qu'il y ait une rupture franche finalement avec tout ce qui peut rappeler l'école finalement. Parce qu'un enfant, c'est vrai que durant l'année, déjà, on a du mal, hein, à un moment donné, on a du mal à les inciter à aller à l'école. Oui, je suis fatiguée, oui, je suis malade. On a du mal à les réveiller le matin. À les réveiller le matin. Et donc là, il faut vraiment qu'il y ait une ambiance qui ne fasse pas rappeler automatiquement l'école. Donc, il faudrait pas, voilà. La pédagogie, c'est vraiment sur le plan pédagogique. Hein, l'instruction se fait toute l'année en fait. Voilà. Même un enfant à la maison, il va apprendre avec ses parents, avec ses frères et sœurs, avec les voisins, je ne sais pas avec qui il va, sa fréquentation. Voilà. Mais il ne faut pas qu'il y ait la hantise de l'école. C'est très bien de partir à l'école, mais il faudrait qu'il y ait une coupure pour qu'il sache qu'il est en vacances. Tout est question de pédagogie et de méthodologie finalement. Voilà. Il faut juste reprendre les choses autrement. Recadrer en fait contre l'atmosphère et l'ambiance générale, que l'enfant comprenne qu'il y avait l'école, il a eu ses notes, c'est bon, c'est bien, il a terminé. Maintenant, il va partir à peut-être à la même école, le même établissement scolaire qui propose des programmes d'été, mais simplement il faut qu'il y ait cette coupure, une fracture réelle. Voilà. Même s'il va apprendre, il apprendra dans une ambiance, on va dire, estivale et puis de vacances. Sinon, il va rejeter tout ce qu'il va apprendre durant l'été. Alors, créer une ambiance de sérénité, de plénitude pour l'enfant, c'est très important. Il faudrait qu'il aille avec le sourire aux lèvres, avec tout joyeux. Il va falloir... Donc, on sait qu'on réussit ce genre d'initiative lorsque c'est l'enfant qui vous réveille le matin et non pas vous qui le réveillez. Voilà, effectivement. Mais sinon, ça va être vraiment catastrophique. Vaut mieux le garder à la maison. Mais l'idéal, c'est qu'il sorte, qu'il s'aère, qu'il rencontre d'autres personnes, qu'il apprenne tout en jouant. C'est ça. C'est ça. Apprendre tout en jouant, et ça, c'est faisable. Et ne pas se retrouver dans une classe, par exemple, des tables, un tableau, des feutres pour écrire au tableau. Voilà. Là, ça va le frustrer. Mais l'idéal, les laisser s'exprimer, sortir, gambader, rire, tomber, se lever et surtout, j'insiste sur l'expression orale, que l'enfant apprenne à parler et il coupe avec le monde virtuel, le monde irréel de l'Internet. Surtout. Voilà. Surtout, même si on les laisse un petit moment, mais après, il faut donner le plus de temps, donc justement l'expression orale. En fait, pour l'Internet, c'est une demi-heure
Une demi-heure. Une demi-heure par jour. C'est vrai que c'est très peu, mais c'est une demi-heure par jour. L'enfant pourrait lire apprenez par exemple à vos enfants à apprendre un livre, à reconnaître ce que c'est un livre et lire et faire des résumés. Ça, c'est très important. Des résumés oraux, par exemple, ou par écrit, mais l'idéal qu'ils réapprennent à lire parce que les enfants, pour la plupart, ne lisent pas actuellement. Le livre est boudé. Alors, il y a beaucoup de livres qui sont proposés dans les librairies, achetés, ou sinon partis dans les bibliothèques communales qui proposent des livres au prêt. Ah ben voilà. Merci beaucoup Filla, encore une fois de nous avoir parlé de ces activités. Donc il faut dire que plusieurs institutions, des centres et même des écoles privées qui se sont mis justement à proposer des activités donc estivales aux enfants. Merci beaucoup Filla, on se retrouve la semaine prochaine Inch'Allah pour une autre thématique. Et on continue et cette fois-ci nous allons vous présenter l'une des destinations les plus prisées en Algérie. Il s'agit de Hammam Salhin qui se trouve dans la wilaya de Khenchela en compagnie de Adel Bouhames et on se retrouve juste après. Décrit par les Romains à Khenchela, Hammam Salhin est toujours en service et attire des touristes et des personnes en rééducation. J'ai été victime d'un grave accident de la circulation. Je pouvais terminer ma vie alité ou sur un fauteuil roulant si ce n'était les vertus de l'eau de cette station thermale qui m'a été conseillée par un médecin de renommée mondiale. Cette station a une eau minérale médicinale d'une très grande utilité. Hammam Salhin est aujourd'hui parmi les plus importantes stations thermales nationales sur lesquelles repose la relance du tourisme thermal. Il est impératif de mettre un terme à la gestion anarchique du passé. Nous devons promouvoir ce site et à travers lui promouvoir toute la région. Dans le même sillage, l'Agence nationale du développement touristique encourage les opérateurs touristiques à aller vers l'investissement hôtelier. Je ne vous apprends rien en vous disant que c'est une région touristique, d'où l'importance de l'investissement dans l'hôtellerie. L'autre atout touristique de la région est cette aire de repos devenue avec le temps une destination privilégiée des amoureux de la nature. Les gens ont l'embarras du choix. Ceux qui se rendent à Hammam Salhin trouvent du plaisir à admirer la nature de la région en venant ici. Des potentialités qui augurent d'un avenir meilleur pour le tourisme local, le tourisme thermal et le tourisme dans toute la région de Khenchela. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est l'IMA à faire. Et voilà, de retour sur le plateau. Cette fois-ci, nous allons encore rester sur la destination Algérie en compagnie de notre collègue, lui, qui a décidé de consacrer, on va dire, toute sa carrière journalistique à la destination Algérie. Hicham Daou, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Alhamdulillah. Alors, Hicham, il faut dire que tu nous as rejoint, donc tu as rejoint l'équipe de Canal Algérie en 2009. En 2009, n'est-ce pas? Et depuis 2009, tu nous fais découvrir à chaque fois des endroits tout juste paradisiaques, des endroits qu'on connaît, d'autres que l'on ne connaît pas, n'est-ce pas? Et justement, donc la passion et l'aventure a commencé depuis 2009. Avec Canal, mais ça a commencé bien avant. Oui, oui. Voilà. J'ai toujours travaillé dans le tourisme, mais dans l'audiovisuel et l'image, c'était à travers Canal Algérie. L'émission, bon, j'ai commencé à travers l'émission de Trésor d'Algérie, et puis Boulmaali. Et puis avec Mehdi Amellal, qu'on salue. Qu'on salue, notre collègue. C'était Escale des Z. Oui. Et puis j'ai animé ma propre émission qui est Destination Algérie. Après la nouvelle expérience avec Nabil Abada dans Escapade. Dans Escapade, voilà. Donc il faut dire que toutes ces émissions, soit tu as été journaliste, soit tu as été présentateur, soit tu as été
coproducteur de l'émission. Donc dans toutes ces émissions, ça a été réellement la promotion de la destination Algérie, Hicham. Donc il faut dire que toutes les émissions qu'on a eu à voir, donc les fidèles de Canal Algérie les reconnaîtront. Donc c'est toujours vraiment faire cette promotion, mais surtout ce qui est intéressant, c'est à travers vos émissions, donc on voit un petit peu des scènes de vie. Déjà, chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, parce que généralement, c'est toujours on va dire des sites bien connus, mais ce n'était pas le cas dans tes émissions. Oui, parce que je voulais quand même mettre le point sur les expériences, sur les expériences humaines, sur les rencontres, sur l'échange. Et puis, comme l'Algérie, c'est carrément un continent. Oui. Et à chaque fois, on partait sur un lieu, on est toujours frustré parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut, il y a toujours des choses à découvrir, donc on revient à chaque fois avec de nouveaux thèmes et puis de nouvelles rencontres avec des gens, filmer des sites méconnus et puis par la suite avec la venue de l'Internet, donc c'est devenu quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi ? Parce que les influenceurs et les passionnés du tourisme, chacun est devenu un diffuseur de l'information. Donc à partir de là, la télévision ou les médias publics ont devenu en quelque sorte des diffuseurs spécialisés. Comme un journaliste ou un réalisateur avec un certain professionnalisme et un savoir-faire, il part sur un lieu pour analyser mieux et pour donner le mieux au grand public. Par contre, la diffusion sur le net, là, elle s'adresse à un autre public, mais on se complémente en quelque sorte. Effectivement. Voilà. Et aujourd'hui, justement, tu es venu nous parler aussi de quelques destinations Algérie, hein, parce que tu l'as si bien dit, et c'est un continent, on ne peut pas tout dire en quelques minutes, mais tu as ciblé aujourd'hui de ce que tu as envie de nous dire aujourd'hui, donc tu as choisi l'Est, l'Ouest et le Sud, donc Oran, Annaba, Tassili Nadjer, pour nous en dire plus. Oui, enfin le choix n'est pas fortuit, c'est juste pour montrer qu'on ne peut pas se focaliser sur une destination quelconque en Algérie. Donc on ne peut pas être comme les pays à grande influence touristique comme Barcelone ou Paris, mais l'Algérie, chaque destination en elle-même, c'est un pôle touristique. C'est pour ça, notre force de frappe, c'est l'assemblage du balnéaire avec les hauts plateaux, avec le désert. Donc si quelqu'un vient pour passer des vacances, il peut aller à la mer, comme il peut passer aux montagnes, au tourisme de montagne et aussi vers le désert. Vers le désert. Alors là, justement, Hicham, j'imagine que ceux qui nous regardent en ce moment ont bien envie de découvrir de près ces régions. Ça sera un extrait de ton émission que nous allons proposer à nos téléspectateurs sur la ville d'Oran. Je vous laisse apprécier ces images et on se retrouve juste après. De leur côté, des leviers du développement territorial des régions littorales et intérieures. Progressivement, le rapprochement des deux activités a donné naissance à un tourisme nautique qui contribue à dynamiser les espaces concernés. L'objectif de cette contribution est de montrer comment de cette synergie entre les deux domaines sont nés des produits touristiques à fort pouvoir d'animation et de valorisation des territoires. Très belles images, hein, franchement. Donc il y a de quoi non seulement visiter des sites, mais aussi des activités. Donc on peut carrément pratiquer des activités aux compagnies de clubs. Oui, surtout que le choix d'Oran par rapport à l'événement des Jeux méditerranéens. Oui, des Jeux olympiques méditerranéens. Voilà, donc Oran ou Annaba ou Mostaganem pour le tourisme balnéaire, on a Betna, Sogaras, donc il y a plusieurs thématiques. Actuellement, la tendance est le tourisme d'expérience et le tourisme d'aventure avec cette mode des randonnées et des bivouacs. En plus, les hauts plateaux, le tourisme de montagne. Il y a aussi de la saison du tourisme saharien qui commence de octobre jusqu'à avril. Il y a même des adeptes qui partent
mai, juin jusqu'à juillet. Pour le Sud. Pour le Sud. Pour le Sud, effectivement. Alors, il faut dire qu'il y a des thérapies qui se pratiquent pendant la saison estivale. Donc, on se dit qu'il fait très, très chaud. Oui. Il y a l'ensablement. Oui, on appelle pour ça les maladies. l'ensablement. Voilà, oui. l'ensablement. Donc, ça se pour pratique. Pour le rhumatisme et tout ce qui en suit. Rhumatisme, voilà. l'arthrose, etc. L'arthrose et donc, tout. Ils ont des méthodes traditionnelles, voilà. Qui se pratiquent jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Qui sont des méthodes traditionnelles très prisées. Très prisées. Et justement, c'est devenu une offre touristique par excellence. Donc, aller vers les populations, vivre des expériences avec des autochtones, vivre les traditions, l'art culinaire et même les vertus thérapeutiques de leur tradition ou des endroits où ils exercent ce genre de choses. Alors, Hichem, j'ai peut-être une question un petit peu personnelle à te poser et je sais qu'elle va être difficile. Hein, la réponse, je sais qu'elle va être difficile. Donc, tu as pratiquement sillonné les 4 coins du pays, oui. N'est-ce pas? Tu as visité les 4 coins du pays, tu as même fréquenté, côtoyé les différentes sociétés parce qu'il faut dire, comme tu l'as si bien dit, le pays est un continent non seulement dans les paysages mais aussi dans les sociétés parce qu'il faut dire que rien qu'entre Alger et Blida, donc si on prend juste le centre, la culture elle est différente. Donc quelle a été peut-être la destination qui t'a le plus marqué? Je sais que c'est difficile à y répondre, mais... c'est très difficile, mais la destination qui m'a fasciné, c'est sans démago, c'est l'Algérie entière. Entière, ben voilà, la réponse est toute claire. Et voilà. Parce que voilà, finalement, on a cette diversité et là où on va, c'est un autre paysage complètement, différent. Voilà, il y a Fatiha qui vient de me dire, voilà, c'est une réponse intelligente. Hein. Et puis, dans le prochain numéro d'Escapade, la deuxième partie de Ghardaya, nous avons rencontré un touriste allemand. Et lui, comment il était en train de parler de l'Algérie, comment il a débuté son voyage à partir d'Alger. Il a dit que j'ai commencé à traverser l'Atlas télien, puis l'Atlas saharien. C'est immense. Chaque 100 km, il y a l'espace géographique qui change, et l'espace humain et l'authenticité de chaque région est bien spécifique. On peut aller vers les Zénètes, on peut aller vers les gens de Adrar, vers les Touaregs, les Mouzabites, les Chamba de Metlili et d'El Menia. On part chez les Chaouia de Khenchela. C'est la Kabylie. Donc, chaque région peut raconter une histoire. C'est pour ça que l'Algérie a été classée par une association anglaise comme étant la destination la plus importante au monde dans les jours à venir, dans ce qui concerne le tourisme d'aventure et d'expérience. Très bien. Il faut dire que le tourisme d'aventure et d'expérience est de tendance ces dernières années. Donc on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'organisent en club, qui s'organisent en association avec toutes les facilités justement de la création d'associations aujourd'hui pour offrir et pour proposer des destinations de cette manière d'aventure et d'exploration. Et ben effectivement, en plus, il y a l'arrivée de l'Internet, donc chaque citoyen est devenu un diffuseur. Donc avec la possession des comptes Instagram et de Facebook, donc chacun peut diffuser sa propre expérience et on trouve des millions d'adhérents qui suivent chaque diffuseur ou des influenceurs qui travaillent dans ce sens-là, qui travaillent dans la promotion de la destination Algérie. Par contre, juste, il manque un peu d'encadrement par rapport à ce qui concerne les programmes ou pour donner plus de fiabilité à un tel ou tel parcours ou circuit touristique. Voilà, donc là, il faut juste un encadrement, qui doit se mettre en place. Il faut redonner l'importance aux offices du tourisme, qui peuvent jouer un rôle important dans la promotion et dans l'orientation des touristes à travers l'Algérie. Alors, on va revenir un petit peu sur ton émission, Escapade, n'est-ce pas? Alors, l'émission, elle sera diffusée quand? Donc, normalement, lundi prochain, il y aura la deuxième partie de Ghardaya. Lundi prochain, à quelle heure? Après le JT 19h. Voilà, juste après le journal télévisé 19h, donc entre le JT 19h et celui de 20h. Donc là, généralement, les familles algériennes sont devant leur télévision. Oui, donc en plus, Escapade, c'est carrément on suit, c'est Nabila Abada, notre feedback.
de l'émission, c'est en plus le choix d'une femme sympathique qui a cette facilité pour aller vers les gens et être très simple. Comme voilà, quoi, effectivement, que les gens Nabila, on retient d'elle la sociabilisation. Oui, tout cas, hein, les gens ils sont sociable. toujours accueillants et elle a ce pouvoir de détendre l'atmosphère avec les gens pour... Effectivement, donc c'est elle finalement qui sera notre guide durant toute l'émission. Exactement. Durant toute l'émission. Alors il y a beaucoup de moyens que vous mettez dans l'émission. Oui, on essaie de jouer sur une réalisation très spontanée par rapport... Très spontanée, on parle de spontanéité, on la voit Nabila en toute spontanéité. Oui. C'était en Kabylie. On travaille sur les plans séquences. Donc on essaie de ne pas s'arrêter à chaque fois. D'ailleurs, l'émission de Radaya, à un moment donné, elle a reçu un appel et elle a dit c'est mes enfants. Donc c'était très spontané, très agréable. C'était très spontané, agréable et c'est vrai que ce sont les plans séquences qui permettent aux téléspectateurs de suivre le chemin, de vivre réellement l'aventure. Donc en compagnie du journaliste, de l'animateur qui fait l'émission. Oui, parce que le plan séquence, donc on est pris avec le mouvement de l'animatrice, de la présentatrice. On la voit d'ailleurs avec, avec les habitants voilà. Et Nabila, là... Toujours avec son sac à dos. Son sac à dos, voilà, c'est notre mascotte. C'est la mascotte de l'émission, le sac à dos. Avec les femmes kabyles et tout. Elle parlait de la tradition de Tejmat. Très bien. Voilà, dans la Kabylie. Voilà, Tejmat et la spécificité cette année, c'est que pour la première fois, il y a une femme dans le conseil de Tejmat. Ah voilà, c'était effectivement, c'était la particularité. La particularité de l'émission. Voilà, très bien. Alors, Hicham, la saison estivale donc, a été lancée. Et s'il y a un conseil à donner donc aux gens qui nous regardent, qui veulent aller à une destination particulière durant cet été, même si la situation sanitaire j'ai envie de dire, n'ouvre pas la porte à plusieurs choix, mais... Oui, mais quand même, ce qui est intéressant, c'est que les agences de voyage actuellement proposent la destination. Il y a plus de 2 millions d'Algériens qui partaient avant vers d'autres destinations. Là, ils fréquentent le territoire, le tourisme local. Voilà. Eh ben, merci Hicham, merci pour ces escapades. Merci. Déjà, merci pour la promotion donc, de la destination Algérie. Donc on retrouve l'émission lundi soir, Inch'Allah, la deuxième partie de Radaya. Merci Hicham, bonne continuation. Et on continue toujours l'émission Escapade, toujours avec Hicham Daoud, toujours avec Nabila Abada, eux qui nous emmènent cette fois-ci au sud algérien. Donc au sud algérien, cette fois-ci on va découvrir ou redécouvrir, pour ceux qui la connaissent, l'une des villes qui ont été classées patrimoine mondial par l'UNESCO en 1982. Il s'agit du Tassili Nadjer et on se retrouve juste après. Nous sentons vivre de près la portée de l'illustre proverbe touareg qui dit « Qu'importe si le chemin est long, du moment qu'au bout nous attend un puits, car on est en plein désert. » Nous sommes à environ 2300 km au sud-est de la capitale, Alger. La région où nous nous trouvons est connue pour la richesse naturelle et archéologique de ses différents sites. Djanet, la perle du Sahara, a toujours été une destination privilégiée des passionnés du désert et des grands espaces. Ces dernières années, et avec les nouveaux supports de communication, la promotion et la vulgarisation des différents sites dans le Grand Sud ont suscité beaucoup d'intérêt chez les touristes algériens d'ici ou ceux vivant à l'étranger à venir découvrir leur pays. Dans ce numéro de Destination Algérie, nous allons vivre une aventure avec un groupe de touristes dans le cadre d'un circuit touristique proposé par une agence spécialisée dans le tourisme réceptif. Bienvenue dans Destination Algérie. De très belles images, effectivement, que Hicham Daoud nous a offert dans son émission Destination Algérie. Cette fois-ci, on va rester Destination Algérie, mais destination plutôt sportive, puisque hier, nous avons eu une très belle
nouvelle, un très beau score. Nous en parlons ce matin en compagnie de Mokhtar Hamani. Bonjour Mokhtar. Bonjour Noloda. Ça va? Très bien. Très bien aujourd'hui. Ça ne peut être que bien aujourd'hui. Ah oui, oui, surtout après cette belle victoire. Effectivement, donc cette bonne nouvelle qui nous vient de la JS Kabylie, Mokhtar. Et qui se dirige vers un 7e sacre, Inch'Allah, puisqu'elle s'est qualifiée hier aux dépens de Coton Sport du Cameroun. Belle victoire de 3-0. Les Kabyles ont scellé le sort de la rencontre dans la première partie du match, à savoir la première mi-temps. 2 buts de Boulaya, un beau doublé et un pénalty signé Souyad. On craignait beaucoup cette manche retour face au Coton Sport, puisqu'à l'aller, il y avait un score piège, comme on dit dans le jargon footballistique, avec un score de 2-1, victoire de la JS Kabylie. Il fallait confirmer hier soir. Ça a été fait par les gars les enfants, on va dire, de l'entraîneur français, donc Denis Lavande, qui a tout fait pour métamorphoser cette équipe qui avait mal débuté la saison. La JS Kabylie qui nous a habitués à des sacres, notamment sur le plan africain. Et cette fois-ci, on se dirige vers une très belle finale, un derby marocain face au Raja de Casablanca, qui a pris le dessus difficilement au tir au but hier, en même temps que le match de la JS Kabylie face à l'équipe égyptienne des Pyramids. Qualification en pénalty 5-4, tenez-vous bien, pour rencontrer le 10 juillet, donc la JS Kabylie. Dans un match, il n'y aura pas d'aller-retour, un seul match pour déterminer le vainqueur, et ça sera le 10 juillet au Bénin. Et justement, retour peut-être sur ces images, sur l'ambiance qui a régné aujourd'hui, plutôt hier soir. Hier soir. La joie de fin. Alors on va voir un retour sur les images de la joie qui a régné hier, donc on le voit, Mokhtar. Qui se passe de tout commentaire, les Kabyles qui se sont dirigés vers une tribune presque vide, puisqu'il y avait quelques présents, on va dire, pour fêter cette belle qualification. On a vécu tout ce spectacle en direct hier soir sur la chaîne nationale avec nos amis de la chaîne nationale. Voilà, donc des images. On va se taire, hein, on va pas commenter. Voilà, on revient donc avant de découvrir les impressions à chaud des différents intervenants, notamment les joueurs de la JS Kabylie qui étaient là présents. Ils ont tout fait, donc très belle tactique, choix tactique de la part de Denis Lavande qui a tout fait pour sceller le sort de la partie lors de la première période et ne pas laisser place au suspense à la fin du match, et comme ça donc éviter tout faux calcul qui peut-être nous rendra malheureux à la fin du match. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas le cas, alhamdoulilah, ça n'a pas été le cas. En fait, 7 jours aujourd'hui. Et justement, Mokhtar, on va revenir sur les témoignages de nos joueurs. Avec grand plaisir, les joueurs de l'équipe nationale, plutôt, c'est une équipe nationale, la JS Kabylie. Hier, elle a donc représenté l'Algérie, et donc les joueurs au micro de Youssef Elzik, notre collègue. الحمد لله المباراة ما كانت سهلة، الخصم جامع عنده ما يخسر، وين كان نخسر فوق أرضية ميدانه، وحنا كنا توجور بيان كونسونطري ودخلنا اون فورس ونماركينا البريمي بيت سهل علينا الأمور، وإن شاء الله نكملوا هكا بوركوا با نعلقوا ثامنة إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق، شكرا جزيلا مصطفى يعطيك الصحة أيضا. نواصلوا دائما. إذا اليوم فوز ب3 أهداف كاملة، بسم الله ما شاء الله، مبروك عليكم وإن شاء الله يا رب التتويج. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم. كما شفتوا المباراة دخلناها ديل بي، كنا معولين باش نزيدوا نحسموا التأهل هنا في استادنا، ما خممناش في الريزولطا اللي درناها في الكاميرون كاع. الحمد لله كما شفتوا المباراة كانت صعيبة، وحققنا الأهم ورحنا للنهائي إن شاء الله راح نفرحوا إن شاء الله مليح، والحمد لله على هذا سوية. تقول لي هذا الفوز هذا اللي ما جاش بالساهل. 3 أهداف كاملة في الدور نصف النهائي، تزيد لهم 2 5 أهداف، الله يبارك. الحمد لله كما شفتوا هذا كاع بفضل ربي وفضل الخدمة. إن شاء الله أنا نلعب في شبيبة القبائل، لازم عليا نمد كلش، لازم عليا نعاون صحابي نمد كلش لهذا الفريق هذا اللي كيما شفتوه. بدينا المرحله، بدينا البطوله والموسم بصعوبه. الحمد لله درنا اليد في اليد، ثقنا في نفوسنا، الاداره ثقت فينا، الستاف تكنيك ثق فينا. الحمد لله على الفوز هذا. اي اروح اليوم كلكم يمكنكم تتكلموا
اروح معايا اخويا اروح تفضل يلا بن بوط الف مبروك احكي لي كيف كانت المباراه بارك عليكم الحمد لله فرحنا الشعب الجزائري هذا نهديوها لكل الشعب الجزائري اللي كانوا يشوفوا فينا وراء الشاشه ان شاء الله نفرحوهم في لافينال ونجيبوا لهم لاكوب هذه ونشكر الانصار ثاني اللي جاوا معنا السلام عليكم الف مبروك كيف كانت المباراه 5 اهداف في الذهاب والاياب كيف هي هذه المباراه وكيف هو التاهل ان شاء الله السلام عليكم كما شفتوا المقابله كانت شويه صعيبه الحمد لله يا ربي وين فزنا على الخصم هذا الحمد لله نشكر لي سيبورتور هذو اللي وقفوا معنا طيله الموسم وان شاء الله مازال ان شاء الله لافينال ان شاء الله ما خيبوهمش ان شاء الله يا ربي ان شاء الله فرحان. Voilà, c'était donc les témoignages des joueurs de la JS Kabylie, des témoignages donc recueillis par notre collègue Youssef Rezik. Beaucoup d'émotions. Hein, des impressions à chaud, c'est ça la télévision. On doit faire vivre ça à nos chers amis téléspectateurs qui nous suivent assidûment à travers les programmes de la sportive ou bien de Bonjour d'Algérie. Aujourd'hui, on est là pour les faire vivre ces bons moments et rien ne vaut la joie à la fin et surtout les promesses des joueurs pour acquérir un 7e titre, Inch'Allah. On va attendre ce 10 juillet, Inch'Allah, 5 jours après la fête de l'indépendance pour fêter un autre trophée. L'indépendance, c'est la jeunesse. La jeunesse également, il ne faut pas les oublier les jeunes. On attendra que la JS Kabylie animera donc sa 7e finale. 7e finale, c'est le club le plus titré, donc la JS Kabylie. On ne s'en lassera pas de rappeler surtout le palmarès, ce riche palmarès. Le début c'était en 82, 81 pas plus tôt avec Coupe d'Afrique des Champions. Il n'y avait pas la Ligue des Champions d'Afrique à l'époque. 81, ensuite Super Coupe d'Afrique en 82, en 90 une autre Coupe d'Afrique des Champions et puis en 95 Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe. Et 3 coupes de la CAF comme celle qu'elle va disputer donc, le 10 du mois de juillet, donc 2000, 2001, 2002, sans oublier les 14 titres de champion d'Algérie et 5 coupes d'Algérie et un trophée de Super Coupe, c'était en 92, donc un riche palmarès, le club le mieux titré, club algérien le mieux titré sur le plan africain surtout. Le mieux et le plus titré effectivement, donc la JS Kabylie. Alors si la JS Kabylie donc gagnera cette finale, Inch'Allah, ce sera D'abord, on reviendra ici sur le plateau le 11 pour fêter ça. Elle est en pole position par rapport au palmarès, surtout par rapport au parcours dans cette Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe, la Coupe de la CAF. Et donc, face au Raja, ça sera difficile. Il y a le caractère derby maghrébin face à une équipe marocaine. On nous a toujours habitués à une belle bataille sportive, on va dire. Et cette fois-ci, espérons que ça sera le cas et qu'il y aura du spectacle et à la fin, la joie pour fêter ça sur le plan national. Hein. Inch'Allah. Merci beaucoup, Mortal, pour ces détails. Bon. On vous retrouve dans votre émission ce soir, à partir de 17h45. Avec un peu plus de détails. Surtout pour revenir sur l'année qui précède les Jeux méditerranéens, avec un duplex à partir d'Oran avec Salim Illes, le directeur général des Jeux. Parfait. Merci beaucoup, Mortal. Donc, on vous retrouve ce soir dans votre émission. Et nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Félicitations encore une fois à la JS Kabylie. Je vous souhaite une très agréable journée. Je vous retrouverai avec plaisir demain, Inch'Allah, à partir de 8h30. Au revoir. Le bonjour d'Algérie tout en couleur avec Coral d'Algérie. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire.